sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui, 20 juin, le 56e anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Un heureux événement fêté dans la liesse et la communion. L'occasion pour le peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. Zoom sur la victoire des Lions de l'Atlas hier soir face à l'Écosse. 1-0, une deuxième sortie dans la maîtrise portée par la réalisation de Smaïl Saibari. Et un succès qui propulse l'équipe nationale un pas en avant vers la phase éliminatoire. On en fera le débrief avec le journaliste sportif Amine Birouk depuis New York. Enfin, vous aurez rendez-vous avec votre escale culturelle hebdomadaire. L'œuvre à l'honneur de ce samedi est signée Fouad Laroui. L'écrivain nous présente son roman La vie, l'honneur, la fantasia. Un récit qui raconte l'âme d'un art équestre et spirituel ancestral, ses codes et ses rituels. Une œuvre anthropologique inspirée d'une histoire vraie où l'intime rejoint l'universel. Fouad Laroui est l'invité de l'escale culturelle. Bonsoir, le peuple marocain célèbre aujourd'hui, 20 juin, le 56e anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Un heureux événement fêté dans la liesse et la communion. L'occasion pour le peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et de revenir sur les intenses activités officielles de son Altesse Royale, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Sophia Fakrout. Un anniversaire qui célèbre l'excellence, l'engagement fort et le dévouement. Il y a 56 ans, le 20 juin 1970, venait au monde son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. S'ensuit un parcours académique brillant. Son Altesse Royale obtient en 1993 une licence en droit public avec mention très bien. 3 ans plus tard, c'est en relations internationales qu'il se distingue à nouveau avec la même excellence pour décrocher le 2e certificat d'études supérieures. Le couronnement vient en mai 2001 à l'université Montesquieu Bordeaux 4 où son Altesse Royale soutient publiquement une thèse de doctorat en droit sur l'organisation de la conférence islamique, étude d'une organisation internationale spécifique, obtenue avec mention très honorable, avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication. Au-delà de l'académique, son Altesse Royale est fortement engagée dans les différentes activités et initiatives à caractère diplomatique, culturel et sportif. Depuis 1997, son Altesse Royale assure la présidence de la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse, de la Fédération du Festival international du film de Marrakech et de l'association du Trophée Hassan II de golf. Cette année encore, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé aux côtés de son Altesse Royale la Princesse Lalla Mariam la 50e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Mariam. En janvier dernier, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid avait présidé au stade Prince Moulay Abdallah présenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence tenu à Doha, au Qatar.
Diplomatie active et rayonnement culturel. En novembre, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech, accompagné de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Kaltoum, a présidé à Marrakech un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture officielle de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. Plus récemment, en avril, Son Altesse Royale a présidé à Meknès la cérémonie d'ouverture de la 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. L'anniversaire de Son Altesse Royale célèbre donc un parcours exemplaire et une mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers de développement lancés par le souverain. Le chronomètre venait à peine de démarrer que le ballon était déjà au fond des filets écossais. Vous l'aurez compris, on parle de l'affiche footballistique d'hier soir. Pour sa deuxième sortie en Coupe du Monde, le Maroc a mené le score dès les premières secondes. Une entame parfaite portée encore une fois par le milieu de terrain Ismaël Sebari. Idéalement servi par Ibrahim Diaz. Une victoire 1-0 précieuse pour le Maroc qui empoche 4 points mais qui devra confirmer lors de son prochain match pour composter son billet au deuxième tour. Ce sera dans 4 jours face à Haïti. On en fait le débrief tout de suite et pour cela nous allons en joindre depuis New York notre confrère Amine Birouk, rédacteur en chef à Radio Mars. Bonjour Amine Birouk, il est au juste 13h30 à New York. Bonjour à New York, bonsoir à Rabat. Alors, vous êtes de retour effectivement à New York après avoir assisté à Boston à ce match face à l'Écosse. Vous étiez présent dans les tribunes et j'imagine que vous étiez à peine installé que ce premier but a été déjà inscrit. Le Maroc a marqué aussitôt, a rapidement pris l'avantage. Mener le score aussitôt a été un énorme avantage psychologique qui a permis de mettre nos joueurs sur les rails. Oui, mais c'est en même temps une arme à double tranchant parce que si on entreprend un plan offensif après avoir marqué au bout de 71 secondes, j'ouvre la parenthèse et je la referme rapidement, c'est le but le plus rapide de l'histoire du Maroc en phase finale de Coupe du Monde. On peut gamberger, tergiverser, se demander est-ce qu'on doit continuer à accélérer le jeu ou bien on doit adopter le mode gestion et laisser venir l'adversaire. Comme l'adversaire était bien en place, il n'a pas voulu trop s'exposer parce qu'ils étaient en 5-4-1, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un mode je dirais, une organisation ultra défensive. L'équipe du Maroc a continué à appuyer sur l'accélérateur. Elle a bénéficié de très nombreuses occasions et donc elle aurait pu tuer le match bien avant la fin de la première mi-temps. Malheureusement, on a manqué peut-être de lucidité ou d'efficacité dans le dernier geste. Amine Birouk, qu'est-ce qui a manqué à nos joueurs pour ne pas tuer le match et s'imposer plus largement hier ? Un peu plus d'efficacité ou de concentration devant le but parce qu'on a eu l'occasion de Renous, on a eu la barre transversale de Sebari, il y a eu un ballon que Brahim Diaz a un peu croqué avec un peu plus d'altruisme, il aurait pu servir dans de meilleures conditions Sebari. Je pense que 4-5 occasions majeures ont été créées mais n'ont pas été concrétisées. C'est peut-être le secteur où il faudra davantage travailler parce que dans les matchs à élimination directe, et je pense que nous allons très rapidement dès mercredi soir basculer vers les 16e de finale de la Coupe du Monde avec la possibilité d'affronter soit le Japon soit les Pays-Bas, car je vous signale qu'en ce moment les Pays-Bas sont en train de dominer largement la Suède 2-0, donc ça nous donne une idée sur le type d'adversaire que nous allons pouvoir affronter prochainement. Mais ce qui est important, c'est de travailler parce que ces équipes ne nous offriront pas autant d'occasions qu'une équipe d'Écosse, certes courageuse, certes brave, mais un peu plus limitée techniquement et tactiquement. Pour les amateurs de statistiques, ce n'est que la 6e victoire du Maroc en phase finale de Coupe du Monde. Il y a eu Mexico 86 face au Portugal. Il y a eu l'Écosse 98 à Saint-Étienne, mais c'était un souvenir à la fois heureux et malheureux. Et puis, il y a eu les 3 victoires au Qatar face à la Belgique, bien évidemment au Canada et à l'Espagne, donc et au Portugal. Donc, ça nous donne une 6e victoire. Elle est très importante. Maintenant, la tête du classement sera déterminée par le goal average. Le Brésil ayant marqué 3 buts face à Haïti. On va voir dans cette confrontation à distance
avec un match à Atlanta pour le Maroc et un autre à Miami pour le Brésil le mercredi prochain, quelle équipe arrivera à prendre la tête du classement et basculera vers les 16e de finale. On reste sur ce match face à l'Écosse, certes gagné par un but d'écart, mais qui reste un beau succès. Le sélectionneur national a livré sa réaction à chaud avec un sentiment plutôt partagé. Nous l'écoutons. Ouais, c'était un gros match. On s'attendait que ce soit un gros match très intense. Je pense qu'on a répondu dans l'intensité, ça c'est très intéressant. On a très bien défendu dans la surface. Donc, bien entendu, on aurait voulu marquer ce deuxième but pour être plus tranquille. Mais on a voulu les garder vraiment très très haut pour qu'ils ne s'approchent pas trop de notre surface. Vous savez, quand c'est 1-0 à la fin, les Écossais, c'est leur qualité. Mais c'est pas grave. C'est ce que j'avais dit aussi, ce qu'on avait dit nous entre nous. C'est pas de panique. On fait ce qu'il y a à faire, on défend, on continue à presser. Mais on a fait un gros match. Il a manqué un peu l'efficacité. Maintenant, voilà, Saibari, c'est deux goals. Il continue. J'espère qu'il y en a d'autres qui marqueront aussi. Mais on a fait encore un gros match. Grosse mentalité. On a montré quand même que même dans la difficulté par un moment, ces joueurs jouent pour le Maroc, pour le maillot. Et on continue. Amin Birouk, Mohamed Ouhabi s'est dit satisfait de la victoire et du progrès. Il admet en même temps que ces hommes n'ont pas su gérer le match, en tout cas pas aussi bien qu'ils auraient pu le faire. Loin de tout triomphalisme, quels sont les enseignements à tirer de cette prestation pour être plus efficace lors des prochaines échéances ? D'abord que nous avons changé de paradigme. Avec Walid Regragui, nous avons une équipe faite pour attendre et contrer, très solide défensivement, très rigoureuse. Elle a réussi à nous enlever tout complexe d'infériorité lors de l'épopée de Qatar 2022 et au-delà. Aujourd'hui, nous sommes plus conquérants avec le ballon. Nous imposons notre façon de jouer. Et contre le Brésil pendant la première demi-heure et hier contre l'Écosse pendant quasiment 90 minutes, l'équipe du Maroc a proposé beaucoup de choses très intéressantes sur le plan de l'animation, du contre-pressing, de la façon d'imposer. Il y a une statistique qui est étonnante. 661 passes données par l'équipe du Maroc lors de cette rencontre. C'est le record des sélections africaines, toutes participations confondues depuis 1966. Donc c'est un chiffre à tenir en compte et ça en dit long sur le plan de jeu, sur le projet de jeu de l'équipe du Maroc et sur les ambitions du staff technique et des joueurs. Aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits de ce qui a été proposé. Il y a le bémol de l'efficacité dans la surface de réparation adverse. Ça se travaille, mais nous créons énormément d'occasions et nous sommes capables, dans un bon jour, de battre n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, avec cette victoire, nous sommes virtuellement 5e au classement FIFA. Ça ne veut rien dire, mais c'est en même temps, ça en dit long sur tout ce qui a été entrepris par cette équipe nationale depuis de très nombreuses années. Et aujourd'hui, le Maroc n'est plus seulement considéré comme un trouble fait en Coupe du Monde, il est considéré comme une des sélections à suivre particulièrement, avec un standing qui a changé de dimension depuis Qatar 2022 et qui a été concrétisé. Nous avons marqué un essai, si je dois utiliser le jargon rugbyistique, qui doit être très proche. Le Maroc, une équipe conquérante qui a toutes ses chances de briller lors de ce tournoi planétaire. Je vous remercie Amin Birouk, journaliste sportif et rédacteur en chef à Radio Mars, d'avoir été avec nous. Et le 11 national a pu compter hier sur le soutien d'un 12e homme, le contingent des supporters marocains présents en masse dans les gradins à Boston. Drapés de l'étendard national, des centaines de supporters ont exprimé leur fierté de la victoire des Lions de l'Atlas. Une ferveur qui s'est ressentie sur la pelouse. Notre équipe sur place en a croisé quelques-uns hier à la sortie du Boston Stadium à l'issue du match. Leur réaction à chaud avec notre équipe Amin Nouri, Abdelrahman Zian avec Youssef Chergui, le commentaire est signé Maria Awad. Au coup de sifflet final, c'est une marée humaine de rouge qui envahit les rues de Boston avec l'exaltation et la ferveur des vainqueurs. Venus en nombre, les supporters marocains exultent, tous scandent en chœur les désormais mythiques Dima Maghreb dans une ambiance de fête. نتيجة ممتازة، المهم هو الفوز 3 نقاط
Nous sommes heureux. Le résultat est à la hauteur de nos espérances. On a gagné, on a nos 3 points et c'est ce qui compte au final. Vive les Lions de l'Atlas. Nous voulions remporter ce match, quel que soit le score, et les joueurs ont fait le job. On a nos 3 points et on est très fiers et soulagés. Les joueurs se sont donnés corps et âme sur le terrain. Ils ont dominé le match et on a gagné, c'est ce qui compte. Et le bonheur des supporters était à la hauteur du suspense. Après une première période parfaitement maîtrisée par les Lions de l'Atlas, les cœurs ont battu plus fort dans les dernières minutes. Mais l'essentiel est là. Le Maroc a fait tomber le mur écossais et la joie est sur toutes les lèvres. Le match était difficile par moments car les Écossais sont très endurants. Nous étions crispés jusqu'au coup de sifflet final, après quoi c'était la libération. C'était un bon match. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. À partir de maintenant, les joueurs vont monter en puissance, j'en suis sûre. Et Dima Mrib, bien sûr. Une victoire méritée, savourée jusqu'au bout de la nuit, avec l'espoir de revivre l'épopée de 2022 et de rêver, pourquoi pas, d'un sacre mondial. Rendez-vous donc mercredi pour valider ce billet au 2e tour. En attendant, changeant de terrain et place à l'escale culturelle de cette édition. Ce soir, notre invité est un monument de la littérature marocaine, Fouad Laroui, l'écrivain que l'on ne présente plus, nous revient aujourd'hui avec son dernier opus, La vie, l'honneur, la fantasia. Un ouvrage où l'auteur nous fait baigner dans le creuset de l'art équestre traditionnel de la Tboreda, le Moussem d'El Jadida, une conquête qui a tout d'une légende pour le narrateur. Dans son récit, Fouad Laroui remonte le fil d'une scène qui hante sa mémoire depuis des années. Un roman fait d'éclats imaginaires qui interroge cet héritage ancestral, mais qui célèbre aussi notre belle tradition équestre profondément ancrée dans la culture marocaine. Ce roman a valu à Fouad Laroui le prix de l'Académie Pégase. Fouad Laroui, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'escale culturelle de ce samedi. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors votre roman, La vie, l'honneur, la fantasia, publié chez Miel Barreau, commence par une scène un peu dure, vécue par un enfant de 10 ou 11 ans dans le Moussem Moulay Abdellah El Jadida. 15 cavaliers qui se mettent à galoper, ils arrivent en face de la tribune et au lieu de tirer en l'air, ils tirent sur un homme. Celui-ci succombe à sa blessure. L'enfant qui avait assisté à ce drame, c'est bien vous. 30 ans après, l'adulte que vous êtes devenu raconte. Pourquoi éprouvez-vous aujourd'hui le besoin d'en faire un roman après tant d'années ? Alors d'abord, je voudrais garder le mystère sur le début de ce roman. Et effectivement, je n'ai jamais dit si cette scène vécue par un enfant était réelle ou non. Je ne le dirai pas, parce que c'est un ouvrage quand même de fiction. Cela dit, effectivement, quand j'étais petit, j'allais au Moussem de Moulay Abdellah et parfois il se passait des choses extrêmement intéressantes. Bon, donc gardons un flou là-dessus. Mais pourquoi maintenant j'ai voulu raconter cette histoire ? C'est parce qu'il y a un risque de folklorisation de la Tboreda, de la fantasia. Et j'ai voulu écrire un livre très documenté en fait, pour expliquer qu'il ne fallait pas que la Tboreda, que la fantasia soit folklorisée, parce que c'est quelque chose de très important pour beaucoup de Marocains, et je dirais même pour l'âme marocaine. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Justement, loin du folklore, la vie, l'honneur, la fantasia, c'est un titre fort. Et c'est une façon de dire justement que la Tboreda signifie pour les hommes bien plus qu'un folklore. La vie, l'honneur et bien plus encore. Oui, parce que
ce qu'on voit, on voit quand on va sur le Mahrak, on voit des hommes sur des chevaux qui galopent, qui tirent en l'air, etc. Et on croit que c'est ça, la fantasia. Or, ça, ce n'est que l'aspect visible. Ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus fort pour ces gens-là qui pratiquent Tborida. C'est un art de vivre, c'est une façon de vivre, et le sens de l'honneur est très important dans tous les préparatifs qui se font avant la fantasia, avant la Tborida et autour de la Tborida. Et dans mon roman, j'ai voulu aussi exprimer cela, le sens de l'honneur, de cette serba, qui effectivement se fait justice, mais d'une très belle façon et qui préserve ainsi son honneur. Et ce livre a des allures d'un roman policier, mais on sent que derrière cette histoire, il y a toute une envie de nous plonger dans le rituel de la Tborida, avec ses différents codes, sa portée spirituelle. C'est un travail anthropologique que vous aviez engagé pour donner corps et âme à ce livre. Oh, surtout ne dites pas ça, ne le dites pas à haute voix, alors que c'est vrai, bien entendu, mais il se trouve que j'ai écrit des livres sur beaucoup de sujets. Par exemple, j'ai écrit un livre sur la philosophie des sciences qui s'appelle Dieu, les mathématiques, la folie. Alors, il s'est trouvé des philosophes un peu bornés, à vrai dire, qui se sont dit, mais Laroui n'est pas un philosophe, c'est un ingénieur. Et les ingénieurs, pourquoi ils s'occupent des philosophies, alors qu'en réalité, il suffit de lire, de s'informer, de méditer, de réfléchir pour pouvoir écrire des livres de philosophie. J'ai écrit un livre de linguistique, le drame linguistique marocain. Il s'est trouvé des linguistes pour dire, mais ce monsieur est un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est un livre d'anthropologie, mais entre nous, si ça reste entre nous, oui, bien sûr, c'est l'anthropologie. C'est-à-dire, j'explique, anthropos en grec, ça veut dire l'homme, tout simplement. C'est une étude sur comment ces hommes-là, dans une culture donnée qui est la nôtre, la culture marocaine, comment ils conçoivent la fantasia, comment ils l'imaginent, comment c'est un art de vivre. Alors oui, c'est une œuvre d'une certaine façon anthropologique, mais comme j'ai pas les diplômes de l'anthropologie, je vous prie de garder ça entre nous et nos 5000 meilleurs amis. Justement, l'art équestre traditionnel, cette discipline qui tisse un lien fort entre les générations et les transmises de père en fils, de père en fille aussi. Il n'y a rien à craindre sur cet héritage, la relève sera toujours là. Oui, alors justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et d'ailleurs, j'ai aussi écrit un beau livre illustré par le photographe talentueux Yorias, parce que je voudrais que ça se transmette. Ce n'est pas parce que nous sommes entrés dans une certaine modernité qu'on doit oublier ça. De la même façon que les Japonais n'ont jamais oublié le sumo, même s'ils sont devenus extrêmement modernes. Et il faut que ça se transmette. Mais je trouve qu'il y a des initiatives qui sont prises au niveau de l'État, au niveau des régions, pour que justement la Tborida se perpétue. Et le concours qu'il y a ici, je crois, du côté de Dar es Salaam à Rabat, des concours de Fantasia Tborida, je trouve que c'est une excellente chose pour montrer que l'État, les régions prennent au sérieux quelque chose qui fait partie de ce qu'on pourrait nommer l'âme marocaine. La relève est importante, il faut que l'État, que les régions et nous-mêmes, finalement, nous assurions cette relève. Fouad Laroui, vous êtes un écrivain prolifique et vous êtes souvent récompensé par de prestigieux prix. D'ailleurs, ce dernier roman vous a valu le prix Pégase. Avec le temps, que devient la valeur de la reconnaissance chez l'écrivain que vous êtes aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas prétendre que non, les honneurs, c'est rien, etc. C'est pas vrai. Je trouve que chaque reconnaissance est importante pour me donner, je parle en mon nom, mais au nom de tous mes camarades, mes collègues écrivains, pour nous donner la force de continuer. Il se publie beaucoup de choses. Quand l'Académie française me récompense, ou quand le prix Goncourt, ou quand le prix Pégase, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, quand je reçois ces prix, je dois avouer que ça me fait énormément plaisir et ça me donne la force de continuer, parce que vous savez, ce livre, La vie, l'honneur, la fantasia, ça a l'air d'un roman comme ça qui raconte juste une histoire. À vrai dire, c'est une année de travail acharné, de recherche anthropologique exactement, sur l'histoire de la relation entre l'homme et le cheval, sur les mythes dans toutes les cultures d'ailleurs qui relient l'homme et le cheval, sur le sens de la Tborida
Bourida, sociologiquement, anthropologiquement, historiquement, pour nous les Marocains, c'est énormément de travail. Alors quand un jury vous distingue, eh bien on se dit ça n'a pas été en vain et ça nous donne la force de continuer de travailler, parce que écrire comme je le fais de la fiction qui soit en même temps toujours un travail de recherche et une espèce de transmission d'un certain savoir, eh bien ça demande énormément de travail et c'est bien d'une certaine façon que ce travail soit récompensé. Je vous remercie Fouad Laroui pour ce travail anthropologique qui restera dans les annales de la littérature marocaine. Merci pour cet échange inspirant. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tanger. Du 7e art à présent et direction Agadir, où le rideau s'est levé sur le Festival international du film documentaire. Le FIDADOC, c'était hier soir dans l'enceinte du mythique cinéma Sahara. La cérémonie d'ouverture a donné le ton à une 17e édition riche en projections de documentaires en cinéma du réel, porté par des réalisateurs et cinéastes novices et confirmés venus de 16 pays. 28 œuvres au total, concours pour le Grand Prix Lounja Ben Smaïn. Le Festival international du film documentaire d'Agadir revient pour sa 17e édition. De nombreux professionnels de divers pays ont fait le déplacement au cinéma Sahara, mais aussi de jeunes réalisateurs en herbe. Sur l'écran, des histoires réelles, des récits humains et un regard contemporain sur le monde. J'ai réalisé le film Du soleil et du plomb ici au Maroc, que je présente à FIDADOC. Ça fait la 3e fois que je présente un film à FIDADOC et je suis très content d'être parmi vous pour présenter ce dernier film sur une réflexion sur l'énergie solaire et le changement que la civilisation peut faire entre le nomadisme et le sédentarisme dû à cette utilisation d'énergie. Le public découvre gratuitement une sélection exigeante de films documentaires, avec comme thème majeur l'identité, la mémoire et la résistance décoloniale. Les meilleures productions sont ici récompensées, sous le regard de nouveaux talents, accompagnés par le FIDADOC. Chaque année, on accueille une trentaine de films pour le public marocain, le public gadiri. Donc, ce sont des films qui viennent d'une vingtaine de pays à travers le monde. Et le festival, c'est aussi un lieu de formation et d'accompagnement pour les jeunes générations de cinéastes marocains et africains. On est là pour la 17e édition du FIDADOC. On est là pour la 17e édition du FIDADOC et la 14e édition de la Ruche documentaire. Cette dernière est un espace qui réunit des étudiants et des lauréats d'écoles de cinéma marocaine et africaine, ainsi que des jeunes de la diaspora. Chaque année, ils se réunissent pendant une semaine pour des masterclass, des études de cas et des projections. Jusqu'au 24 juin, le public pourra échanger avec des cinéastes venus du monde entier pour présenter leurs films. Une opportunité pour la jeune génération de rencontrer des professionnels du cinéma documentaire et de se faire un réseau pour mieux aiguiser son talent. Et avant de refermer ce journal, retenez cette alerte météo. Le ciel sera mitigé ce week-end sur plusieurs de nos régions. Demain, une vague de chaleur est attendue dans les provinces de Taza, Berkane, Oujdan, Gad, Fès, Moulay Yacoub et Taounet. Des provinces où des pics allant de 39 à 42 degrés seront enregistrés. Une canicule qui se poursuivra jusqu'à mardi à Rachidia, Jrada, Taourir, Figig, Zagora, Tata, Boujdour, Ouaddahab, Aousserd, Gersif, Boulman, Sazak et Smara, avec des températures attendues de l'ordre de 39 à 44 degrés. Des conditions plutôt perturbées au Moyen Atlas, où des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orage seront enregistrées cette nuit, notamment à Khnifra, Al-Hajb, Ifran et Sfrou. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur le Oula.